Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer Eden TV pour vous informer. Dans l'actualité de ce soir, l'arrondissement de Wedo a accueilli ce matin, dans le cadre de la séance de municipalité, le conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi. Nous en parlerons dans ce journal. Remise d'équipements matériels et de manuels didactiques aux proviseurs des lycées techniques par le ministre en charge de la formation technique et professionnelle. Le point dans cette édition. Hors de nos frontières, en Tunisie, l'opposition monte au créneau suite à la promulgation du président des dispositions renforçant ses prérogatives. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Séance de municipalité ce matin dans la commune d'Abomey-Calavi. Après avoir parcouru plusieurs arrondissements, c'est le tour de Wedo d'accueillir le maire et les membres de son conseil communal. C'est une rencontre qui permet aux autorités communales de réfléchir sur les questions du développement de la commune en général et en particulier celui de l'arrondissement qui accueille la séance. Suivons un extrait des propos du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Evarissa Rondino, et Iliamili Houenoude Dravo au micro de Samson Oké. La tenue des présentes assises s'inscrit d'ailleurs dans cette optique et se veut être le creuset de réflexion indiqué par le législateur pour passer au pays fait les brûlantes préoccupations liées au bien-être et à l'épanouissement des fils et filles de Wedo. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à une participation très active à cette rencontre dont les conclusions orienteront mieux les prises de décision au sein du conseil communal en ce qui concerne la satisfaction de vos besoins, notamment la question liée au lotissement de Wedo pour laquelle toutes les dispositions administratives sont déjà prises pour sa parfaite réalisation. Vous savez de quoi nous souffrons à Wedo. Je voudrais vous remercier d'avoir pris en tête à bras ouverts le problème de lotissement de Wedo. La population, nos frères qui sont venus acheter des parcelles ici en souffrent beaucoup. Monsieur le maire, nous avons des problèmes en ce qui concerne l'électrification. Wedo, Desato et Centre ont des problèmes aussi. Vous le savez, le président Patrice Talon a reçu mercredi dernier en audience au palais de la Marina à Cotonou son prédécesseur Thomas Boniyahi. L'ex-président a saisi l'occasion pour plaider pour la décrispation, bien sûr, de la situation socio-politique nationale. Il a notamment demandé le retour au pays des exilés et la libération de certains détenus politiques. Certains habitants de Cotonou ont donné leur avis au micro de Aristide Setin. Suivez. Je trouve que c'est une très belle démarche. D'abord, c'est le moment de remercier et de saluer tous ceux qui ont agi dans l'ombre pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Et de saluer également le président de la République pour avoir accepté, et l'ancien président également. Vous voyez l'image que ça a donné à tous les Béninois et à nous également, c'est l'harmonie qui règne dans notre État. Le citoyen béninois retrouve la fierté d'appartenir à un peuple de paix. Quand on a vu tout ce qu'il y a eu par le passé, quand on a vu les tensions, et qu'on a vu maintenant qu'il n'y a plus de poudre dans l'air, et qu'il y a un dénouement ou un début de décrispation de la tension sociale dans le pays, je trouve que c'est une forte image que la communauté internationale et les Béninois doivent retenir. Ça a permis, à mon avis, simplement au président Boniyahi de s'extasier devant la beauté du palais de la République. Parce qu'il y a, comme il a dit lui-même, il n'y a pas mis pied depuis plus de 5 ans. Des transformations majeures ont eu lieu, c'est très beau, tout est très beau. Il s'en est tout le temps extasié. C'est pour vous dire que l'un dans l'autre, attendons de voir si ce que le président Boniyahi a dit, il va
mettre ça concrètement en œuvre. Et deuxièmement, attendons de voir s'il sera suffisamment fort, s'il sera suffisamment capable de conseiller à ses amis de se conformer avec les exigences de la loi et de ne plus penser qu'on est dans un état de non-droit. Certains étaient dubitatifs. D'autres se demandaient si cette rencontre aurait réellement lieu. Et donc, quand les premières images ont commencé par inonder la toile, tout le monde en était content. Tout le monde était joyeux. Parce que les Béninois attendent cette rencontre, ça fait longtemps. Et depuis que le président Boni Yayi était au pouvoir, que les Béninois s'attendaient à une rencontre du genre. Ce n'est pas qu'ils vont se voir, ils vont se parler seulement. Ce n'est pas ce qu'attendaient les Béninois. Ce qu'ils voulaient, c'est que cette rencontre soit une rencontre de sincérité, de franc-parler. Ils s'étaient vus par deux fois, d'abord à la prise de charge du président Talon et ensuite en Côte d'Ivoire. Et si vous comparez les deux images, les trois images, j'allais dire, si vous comparez ça, vous allez voir qu'il y avait un climat de méfiance. Quand bien même les deux faisaient du discours, on sentait en eux qu'il y avait des climats de méfiance. Mais contrairement à ce qui s'est passé le mercredi 22, on voyait les deux hommes à l'aise dans leur peau, se parler, se taquiner. C'est ça que voulaient les Béninois. Ils l'ont eu ce jour-là. J'étais comme tout autre Béninois, très content. Le ministre en charge de la formation technique et professionnelle a doté hier les proviseurs des lycées techniques de nouveaux équipements matériels et manuels didactiques, un geste qui vise à améliorer la qualité des enseignements. Frédéric Espoir Oumambo pour le compte-rendu. Cette cérémonie a réuni partenaires techniques, financiers et sociaux, responsables et cadres à divers niveaux du ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et en prenant la parole, le ministre Yves Tchabi Kouaro a situé le cadre de cette remise d'équipements matériels et manuels didactiques. Il a été adopté en Conseil des ministres la stratégie nationale de ce sous-secteur, dont l'objectif est de mettre en place un système efficace, plus attractif et compétitif. Ainsi, l'un des objectifs de cette stratégie est la mise à niveau des infrastructures et des équipements des établissements de l'ETFP. C'est dans ce sens que s'inscrit la réception de ce jour. C'est le proviseur du lycée technique de Kondéou qui a parlé au nom de ses pairs bénéficiaires. Il pense que bientôt, les centres nationaux d'éducation technique seront à même de mieux satisfaire les attentes des parents qui y envoient leurs enfants. En temps normal, nous devons avoir aucune excuse à ne pas pouvoir satisfaire leurs attentes. Mais la réalité est là, que l'enseignement technique, à tort ou à raison, a été longtemps le parent pauvre du système éducatif ivoirien. Mais Dieu merci, depuis un moment, il a commencé par attirer l'attention de nos dirigeants. Nous profitons de cette tribune pour saluer la réforme initiée par le gouvernement, puisqu'elle est porteuse d'espoir d'un lendemain meilleur pour le FTP. Excellence, Monsieur le ministre, par ce geste ce soir, vous avez commencé par avancer le pas vers la terre promise. Nous vous en remercions. Le présent lot de matériel et d'équipements didactiques aidera les spécialités froid et climatisation, mais aussi la spécialité eau et assainissement. Quant aux documents pédagogiques, ils concernent l'apprentissage dual dans les métiers de plomberie, carrelage et maçonnerie. Nous repartons de la commune d'Abomey-Calavi où le conseil communal a célébré les meilleurs élèves aux examens nationaux de la commune. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi à la mairie d'Abomey-Calavi en présence du maire Angelo Arwandinou. Aimé Juste Desfodji pour le compte rendu.
Prôner et pérenniser l'excellence chez les apprenants de la commune d'Abomey-Calavi, tel est le principal objectif du maire Angelo Évariste Arwandino. Cette cérémonie célèbre le mérite des meilleurs aux différents examens de CEP, BEPC, CAP et BAC. Le choix de ces lauréats est subordonné à des critères bien définis. Sont primés les 3 premiers de la commune d'Abomey-Calavi au CEP 2021, public et privé confondus. Ensuite, l'accent est mis sur le premier des établissements publics et le premier des établissements privés. Pour le BEPC, c'est la même chose. Pour le CAP, c'est la même chose. Pour le BAC, le premier d'Abomey-Calavi pour chaque série. Et ensuite, le premier du public et le premier du privé. Une journée d'excellence qui doit susciter chez l'ensemble des élèves la prise au sérieux de leurs études à travers la persévérance dans le travail bien fait. Le travail à tous les niveaux. Ceci me rappelle l'une des meilleures récitations que j'aimais quand j'étais écolier. Il faut aimer le travail. J'aime le travail. Et je travaillerai parce que le travail est un devoir pour tous. L'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler. Si la terre n'était pas travaillée, elle ne produirait rien. De même, si mon intelligence n'était pas cultivée par le vide, elle resterait stérile. Si je découvre en moi un penchant à la paresse, j'aurai honte d'y céder. Car celui qui ne veut rien faire est souvent tenté de mal faire. Tour à tour, les autorités à divers niveaux des 3 ordres d'enseignement ont félicité les lauréats et les ont exhortés à garder le cap. Au nom de tous les lauréats, Fréjus Josué Godémé, premier du Bénin au bac 2021, a exprimé toute leur gratitude. Nous sommes tous animés ici d'une joie immense pour cette promotion de l'excellence qui a été fait à notre égard. La palme de l'excellence a été également décernée aux différents éducateurs et enseignants de ces lauréats, ceci à travers la distinction de leurs différents établissements. Hors du Bénin, en Tunisie, l'opposition monte au créneau après le renfort des pouvoirs présidentiels sorti hier soir du leader du parti islamiste Ennahda, une réaction qui fait suite à la promulgation mercredi par le président Kaïs Saïed des dispositions renforçant ses prérogatives. Suivez. La crise que traverse la Tunisie ne justifie pas un coup d'État contre la démocratie. Elle justifie un dialogue national, des réformes. La situation aujourd'hui est plus dangereuse qu'avant le 25 juillet. C'est le peuple tunisien qui a fait cette constitution démocratique de 2014. La constitution a été élaborée par toutes les forces démocratiques et elle a été adoptée par plus de 90% des élus au Parlement, islamistes et non islamistes. Nous tenons à cette constitution et nous nous battrons avec tous les autres partis qui l'ont approuvée afin qu'elle soit respectée. La campagne pour les élections fédérales en Allemagne touche à sa fin. 3e et dernier débat télévisé hier soir entre les dirigeants des 7 partis en lice. Un scrutin pour désigner une nouvelle coalition gouvernementale ainsi que le futur chancelier. L'après-Merkel peine à se profiler. Et à 2 jours des élections fédérales allemandes, le mystère reste entier. Qui succédera à Angela Merkel, en poste depuis 2005. Le 3e et dernier débat télévisé entre les dirigeants des grands partis n'aura pas apporté d'indice. Les 2 favoris, le social-démocrate Olaf Scholz, crédité de 25% des intentions de vote, et le chrétien-démocrate Armin Laschet, qui le talonne avec 23% des voix dans les sondages, n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Si cette nouvelle joute télévisée n'a pas été des plus constructives, les candidats ont pu éclaircir leur position sur leurs futures orientations diplomatiques, avec au cœur des discussions l'intention de renforcer la souveraineté européenne.
Pour le conservateur Armin Laschet, successeur d'Angela Merkel au sein du parti de la CDU, l'Allemagne doit être une locomotive au sein de l'Europe. Toute l'Europe regarde à quoi ressemblera le nouveau gouvernement allemand, car l'Allemagne est toujours un État important en Europe, qui maintient l'unité de l'Europe grâce à sa puissance économique, et qui est en même temps une puissance politique vers laquelle beaucoup de gens se tournent. Et c'est pourquoi je crois que nous avons besoin d'une Europe souveraine et plus forte, surtout en matière de politique étrangère et de sécurité. Une position partagée par son principal adversaire, Olaf Scholz. L'actuel vice-chancelier s'est d'ailleurs exprimé sur la position de l'UE dans l'OTAN, tout en apportant son soutien à la France dans la crise des sous-marins. De mon point de vue, il est donc très important que nous disions toujours « il y a quelques principes qui sont importants pour nous, dont une Union européenne forte, parce que sinon nous ne jouerions pas de rôle ». Mais cela inclut également la coopération avec les États-Unis, surtout lorsqu'elle devient aussi critique qu'aujourd'hui. Et bien sûr, cela inclut également la coopération au sein de l'OTAN. Des propos également au centre du discours d'Annalena Baerbock, la candidate écologique, dont le rôle d'arbitre aux élections sera crucial. Je voudrais faire en sorte que nous parvenions à une politique européenne commune concernant la Chine, que nous ne soyons pas montés les uns contre les autres, afin que dans la compétition entre ces systèmes, nous fassions clairement comprendre que nous sommes l'Europe. Nous avons notre propre souveraineté stratégique et cela signifie ouvrir enfin un nouveau chapitre de la politique étrangère européenne et des droits de l'homme. Si l'Europe a été au cœur des discussions, la politique migratoire n'a pas été abordée. Pourtant, avec la crise afghane, c'est un dossier brûlant qui divise au sein de l'Union européenne. Le nouveau Premier ministre libanais est en visite à Paris, sa première destination étrangère. Il a déjeuné en mi-journée avec Emmanuel Macron, très impliqué dans le dossier libanais depuis l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Il s'agit d'une visite de travail pour établir une feuille de route afin de sortir le Liban de la crise. Le Liban est exsangue et le départ de son personnel médical aggrave la situation. Le pays est plongé dans une crise politique et économique depuis plus de 2 ans et 78% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Pour échapper à cette précarité, de plus en plus de soignants quittent le pays à la recherche de meilleures conditions de travail. Nous avons une pénurie d'infirmières depuis 6 mois. Près de 46% d'entre elles ont quitté le Liban et sont allées dans les pays arabes, en France ou en Belgique pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Les 54% restés au Liban sont à la recherche d'un emploi qui puisse les rémunérer correctement et leur assurer une vie digne. Certains d'entre eux vivent avec leur famille dans leur ville d'origine afin de ne pas avoir à dépenser pour déménager. Un départ des médecins qui inquiète. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Selon l'institution internationale, le système de santé au Liban risque de s'effondrer. La crise complexe actuelle a fortement impacté le système de santé au Liban. Elle a réduit la disponibilité, le caractère abordable, l'accessibilité et la qualité des soins de santé en général et menace la durabilité et la résilience du système de santé. En raison de la grave crise financière et énergétique, la plupart des hôpitaux fonctionnent actuellement à 50% de leur capacité. Seules les interventions hospitalières vitales sont prioritaires. Au manque de place dans les hôpitaux vient s'ajouter une pénurie de médicaments, y compris d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, introuvables dans les pharmacies. La sonnerie du seul numéro vert de prévention contre le suicide ne cesse de retentir. Le nombre d'appels de détresse a plus que doublé en 1 an. Le 4 août 2020, une explosion dans le port de Beyrouth ravageait une partie de la capitale. Depuis, les causes d'angoisse pour les Libanais n'ont cessé de croître. Outre la crise des sous-marins, une autre crise pour les États-Unis, celle des dizaines de milliers de migrants bloqués à la frontière avec le Mexique au lendemain de la démission de l'émissaire américain en Haïti qui dénonce des expulsions humaines. La Maison-Blanche campe sur ses positions. Suivez. Sur l'île privée de président, le chaos s'installe un peu plus chaque jour, poussant de nombreux Haïtiens à fuir. Une situation critique qu'a pu observer depuis 2 mois l'envoyé spécial des États-Unis. Depuis Port-au-Prince, il s'indigne contre la politique migratoire de Joe Biden et dénonce les expulsions inhumaines de migrants haïtiens à la frontière mexicaine.
En signe de protestation, il a annoncé jeudi sa démission dans une lettre cinglante. Je ne m'associerai pas à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux en Haïti. Un pays où nos fonctionnaires sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne. Notre approche politique en Haïti reste profondément défectueuse et mes recommandations ont été ignorées et rejetées quand elles n'ont pas été modifiées. Daniel Foote avait été nommé fin juillet après l'assassinat du président Jovenel Moïse, avec pour objectif faciliter la paix et la stabilité dans le pays et assurer la tenue d'élections libres et justes. Dans sa lettre, l'émissaire condamne au passage l'ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne et récemment leur soutien renouvelé à l'actuel Premier ministre haïtien par intérim, Ariel Henry. L'arrogance qui nous fait croire que nous devrions désigner encore le vainqueur est impressionnante. Ce cycle d'intervention politique internationale a systématiquement produit des résultats catastrophiques. Un cri du cœur resté largement ignoré, voire balayé par l'administration Biden. L'envoyé spécial Foote a eu amplement l'occasion de soulever la question de l'immigration pendant son mandat. Il ne l'a jamais fait, ce n'était pas de son ressort. Son rôle était bien sûr d'être l'envoyé spécial sur le terrain. Ses positions et ses points de vue ont été mis en avant, ils ont été appréciés, ils ont été entendus. Nous trouvons ces images terribles et horribles. Il y a une enquête que le président soutient, bien entendu, supervisée par le ministère de la Sécurité intérieure et dont il a promis qu'elle serait rapide. Je peux également vous dire que le secrétaire américain à la Sécurité intérieure a également fait savoir aux défenseurs des droits civiques plus tôt ce matin qu'il n'y aurait plus de chevaux à Del Rio, ce qui est un changement de politique pour y répondre. La condition de Daniel Foote pour accepter le poste d'envoyé spécial à l'époque que Washington ne répète pas les mêmes erreurs en Haïti. Les États-Unis sont l'une des principales puissances susceptibles d'exercer une influence sur Haïti, pays qu'ils ont occupé militairement pendant 19 ans, de 1915 à 1934. Mais le président Joe Biden a exclu tout envoi de militaires, ce malgré la demande en ce sens du gouvernement haïtien qui souhaitait des troupes pour sécuriser le pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon week-end en notre compagnie et à très vite.